Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau résumé de livre. Aujourd'hui nous allons aborder le livre « Comment réussir une négociation » de Roger Fischer et William Ury. Gagne du temps en écoutant le résumé des chapitres et apprends des exemples et des conseils liés à ce livre. Roger Fischer, 1922 à 2012, était un professeur de droit et un négociateur renommé. Diplômé de Harvard en 1943, Fischer a ensuite servi dans l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre, il a obtenu un diplôme en droit de Harvard et a commencé sa carrière dans le domaine juridique. Fischer a été professeur de droit à Harvard pendant de nombreuses années et a cofondé le Harvard Negotiation Project en 1979. Il a également occupé des postes gouvernementaux et a été impliqué dans des négociations internationales, y compris celles liées au conflit israélo-arabe. Fischer a été un pionnier dans le développement de méthodologies de négociation axées sur la recherche de solutions gagnant-gagnant. William Ury, né en 1953, est un écrivain et négociateur mondialement reconnu. Il a étudié anthropologie à l'université de Yale et a obtenu un doctorat en anthropologie sociale à Harvard. Ury a également été associé au Harvard Negotiation Project et a collaboré avec Roger Fischer sur plusieurs projets. Il est co-auteur de plusieurs livres à succès sur la négociation, dont « Comment réussir une négociation ». Ury a travaillé en tant que médiateur dans de nombreux conflits internationaux et a été impliqué dans des négociations de paix. Son approche axée sur l'intérêt mutuel et la recherche de solutions créatives a contribué à faire de lui une figure clé dans le domaine de la résolution des conflits et de la négociation. Ensemble, Roger Fischer et William Ury ont laissé un héritage durable dans le domaine de la négociation, transformant la façon dont les individus et les organisations abordent les désaccords et recherchent des solutions collaboratives. Comment réussir une négociation de Roger Fischer et William Ury est un ouvrage révolutionnaire qui a redéfini la manière dont nous abordons les négociations. Publié pour la première fois sous le titre Getting to Yes, Negotiating Agreement Without Giving, ce livre propose une approche novatrice pour parvenir à des accords qui favorisent des solutions mutuellement avantageuses sans compromettre les intérêts essentiels. Fischer et Ury, experts en négociation et fondateurs du Harvard Negotiation Project, ont jeté les bases d'une méthodologie efficace qui transcende les tactiques traditionnelles et s'appuie sur la coopération et la créativité. Dans cette exploration captivante, les auteurs guident les lecteurs à travers une série de principes éprouvés, offrant des conseils pratiques pour résoudre les conflits et parvenir à des accords durables. Que vous soyez un professionnel chevronné ou un novice en négociation, ce livre offre une perspective révélatrice sur la manière de transformer les confrontations en opportunités de collaboration. Préparez-vous à plonger dans un guide incontournable qui a marqué des générations de négociateurs et continue d'influencer la manière dont nous abordons les défis interpersonnels et professionnels. Introduction. Bienvenue dans notre exploration approfondie du chef-d'œuvre de la négociation, Comment réussir une négociation, signé par les maîtres en la matière, Roger Fischer et William Ury. Au cœur de cet ouvrage révolutionnaire se trouve une approche novatrice qui transcende les tactiques traditionnelles de négociation. Les auteurs, forts de leur expertise au sein du Harvard Negotiation Project, nous guident à travers les dédales complexes des relations humaines et des négociations, offrant des perspectives éclairantes et des stratégies pratiques. Chapitre 1. L'approche du principe. Introduction au chapitre. Le premier chapitre de « Comment réussir une négociation » pose les fondations cruciales de l'approche proposée par Fischer et Ury. Dès les premières pages, les auteurs plantent le décor en déclarant que la négociation ne doit pas être un combat, mais plutôt un processus créatif visant à atteindre des accords mutuellement bénéfiques. Ils introduisent le concept clé du « principe », l'idée fondamentale selon laquelle les négociations doivent se baser sur des critères objectifs et équitables plutôt que sur des positions rigides. Résumé du chapitre. Les auteurs nous immergent dans l'essence du principe en soulignant l'importance de séparer les gens des problèmes. Ils insistent sur la nécessité de concentrer l'attention sur les intérêts sous-jacents plutôt que sur les positions préconçues. En utilisant des anecdotes et des études de cas, Fischer et Ury illustrent comment cette approche a été appliquée avec succès dans divers contextes. Ils démontrent comment la focalisation sur les besoins communs et les critères objectifs peut transformer des situations apparemment antagonistes en opportunités de collaboration fructueuse. Les auteurs présentent également la notion de BATNA, Best Alternative to a Negotiated Agreement, comme un outil essentiel pour évaluer les alternatives disponibles avant d'entrer dans une négociation. Cette perspective proactive encourage les négociateurs à se positionner de manière stratégique, renforçant ainsi leur pouvoir de négociation. Exemple et conseils du chapitre 1, l'approche du principe. Exemple 1, séparer les gens des problèmes. Les auteurs illustrent l'importance de cette stratégie en utilisant un exemple tiré du monde des affaires. Ils décrivent une négociation complexe entre deux entreprises concurrentes. Plutôt que de se focaliser sur les divergences personnelles entre les dirigeants, les négociateurs ont réussi à séparer les personnes des problèmes en se concentrant sur les intérêts mutuels, tels que la réduction des coûts et l'amélioration de la qualité des produits. Conseil, avant d'entrer dans une négociation, identifiez les émotions potentielles ou les dynamiques relationnelles qui pourraient nuire à une collaboration productive.
En mettant l'accent sur les problèmes concrets et en dépassant les enjeux personnels, vous établirez un terrain plus propice à la résolution. Exemple 2. Le principe de focalisation sur les intérêts. Les auteurs racontent l'histoire d'une négociation salariale où les parties semblaient initialement bloquées. En adoptant le principe de focalisation sur les intérêts, les négociateurs ont découvert que, pour l'employeur, la flexibilité des horaires était aussi cruciale que le salaire. En répondant à ces intérêts spécifiques, une solution gagnant-gagnant a émergé. Conseil, avant de négocier, identifiez les intérêts fondamentaux de chaque partie. Cherchez des solutions qui répondent à ces besoins tout en maintenant l'équité et la durabilité à long terme. Exemple 3. Évaluation du BATNA. Les auteurs présentent un scénario où une entreprise envisage de conclure un partenariat stratégique. En évaluant minutieusement leur BATNA, les dirigeants ont réalisé que l'alternative d'investir dans la recherche et le développement en interne était plus avantageuse. Cette conscience renforcée de leur position de négociation a conduit à des conditions plus favorables dans le partenariat envisagé. Conseil, avant d'entrer dans une négociation, identifiez clairement votre meilleure alternative à un accord négocié. Cela renforcera votre position de négociation en vous donnant un point de comparaison réaliste. Exemple 4. Recherche de critères objectifs. Les auteurs décrivent une situation où deux partenaires d'affaires ne pouvaient s'entendre sur la répartition des profits. En recherchant des critères objectifs, tels que les coûts opérationnels et les contributions spécifiques de chaque partie, une formule équitable a été développée, éliminant ainsi les désaccords subjectifs. Conseil, identifiez des critères objectifs et équitables qui peuvent servir de base à la prise de décision. Cela éliminera les débats basés sur des opinions subjectives et renforcera la crédibilité de l'accord. Conclusion du chapitre. Le chapitre d'ouverture établit une base solide en présentant l'approche du principe comme le socle sur lequel reposent toutes les stratégies de négociation à venir. Fischer et Ury nous invitent à transcender les approches traditionnelles, à adopter une perspective collaborative, et à reconnaître que la réussite d'une négociation n'est pas mesurée par la défaite de l'autre partie, mais par la création d'accords durables et équitables. En explorant le premier chapitre de « Comment réussir une négociation », nous avons plongé dans l'essence même de l'approche novatrice de Fischer et Ury. À mesure que nous avançons dans les pages suivantes, nous continuerons à dévoiler les stratégies et les concepts qui ont fait de ce livre une référence incontournable en matière de négociation. Restez avec nous pour découvrir comment chaque principe et chaque conseil s'imbriquent pour former une méthodologie complète qui transcende les limites traditionnelles de la négociation. Chapitre 2. Commencez par des critères objectifs. Introduction au chapitre. Dans ce chapitre captivant, Fischer et Ury nous guident à travers la puissance de l'objectivité dans le processus de négociation. Ils exposent la notion cruciale de se baser sur des critères concrets plutôt que sur des positions rigides. En commençant par des critères objectifs, les négociateurs peuvent éliminer l'arbitraire et renforcer la légitimité de leurs arguments. Résumé du chapitre. Les auteurs commencent par expliquer comment les négociateurs peuvent souvent être enlisés dans des positions opposées, ce qui crée des conflits stériles. En se basant sur des exemples réels, ils démontrent comment l'approche des critères objectifs peut transformer une négociation tendue en un processus collaboratif. Les critères objectifs, tels que les normes de l'industrie, les benchmarks de performance, ou les références historiques, deviennent les bases sur lesquelles les négociateurs construisent leurs arguments. Les auteurs soulignent l'importance de faire ces critères explicites et accessibles à toutes les parties, établissant ainsi un terrain de jeu équitable. En outre, Fischer et Ury abordent la notion de « faire standard », normes équitables, des critères qui sont largement acceptés comme justes et raisonnables. L'utilisation de ces normes équitables aide à surmonter les impasses en fournissant une base commune pour évaluer les propositions. Conclusion du chapitre. Le chapitre se clôt en soulignant que commencer par des critères objectifs non seulement élimine les conflits fondés sur des positions, mais renforce également la confiance entre les parties. En s'appuyant sur des critères externes, les négociateurs peuvent construire des accords durables et justes qui résistent à l'épreuve du temps. Le deuxième chapitre de « Comment réussir une négociation » nous a immergés dans la nécessité de débuter les négociations en se basant sur des critères objectifs. Fischer et Ury nous ont montré comment cette approche peut transcender les émotions et les subjectivités, créant ainsi un terrain propice à des accords durables et équitables. Alors que nous nous préparons à plonger dans les chapitres suivants, nous anticipons de nouvelles stratégies qui enrichiront notre compréhension de l'art de la négociation. Restez avec nous pour découvrir comment ces principes continuent de sculpter une voie vers le succès dans le monde complexe de la négociation. Chapitre 3. Gardez l'œil sur l'objectif. Introduction du chapitre. Le troisième chapitre, intitulé « Gardez l'œil sur l'objectif », dévoile un principe clé pour réussir une négociation durable. Fischer et Ury nous entraînent dans la compréhension profonde de l'importance de rester concentré sur les objectifs fondamentaux tout au long du processus de négociation. Comment maintenir cette focalisation, même lorsque des obstacles se dressent sur le chemin, devient le fil conducteur de ce chapitre éclairant. Résumé du chapitre.
Les auteurs décrivent l'objectif comme la boussole de toute négociation réussie. Ils mettent en lumière la tendance naturelle à se laisser distraire par des préoccupations secondaires ou des différences superficielles. À travers des exemples concrets, ils illustrent comment des négociateurs avertis ont su préserver leur concentration sur l'objectif ultime malgré les défis. Une histoire poignante relate une négociation entre un propriétaire foncier et une entreprise de construction. Bien que des désaccords mineurs aient émergé pendant le processus, les parties ont réussi à surmonter ces divergences en gardant toujours à l'esprit l'objectif commun de conclure l'accord. Les auteurs soulignent également l'importance d'une préparation minutieuse avant une négociation. Ils proposent des conseils pratiques pour définir clairement les objectifs, identifier les priorités et anticiper les éventuelles sources de conflit. Cette préparation rigoureuse sert de bouclier contre les déviations potentielles du cap fixé. Exemple et conseils du chapitre 3, gardez l'œil sur l'objectif. Exemple 1, négociation immobilière. Fischer et Ury nous plongent dans une négociation immobilière délicate où le propriétaire foncier et la société de construction se sont trouvés confrontés à des désaccords mineurs. Au lieu de se laisser emporter par ces différences superficielles, les négociateurs ont gardé l'objectif à l'avant-plan, se concentrant sur la conclusion de l'accord. En maintenant cette perspective, ils ont réussi à surmonter les obstacles et à parvenir à un accord mutuellement bénéfique. Conseil, avant de commencer une négociation, identifiez clairement l'objectif ultime que vous souhaitez atteindre. Cela servira de point de référence constant pour guider vos actions et vos décisions tout au long du processus. Exemple 2, préparation rigoureuse. Les auteurs soulignent l'importance d'une préparation minutieuse en racontant l'histoire d'une équipe de négociateurs qui, avant d'entrer dans une importante négociation salariale, a défini clairement ses objectifs et identifié les priorités essentielles. Cette préparation approfondie a permis à l'équipe de rester concentrée sur les résultats souhaités malgré les inévitables complications. Conseil, avant chaque négociation, investissez du temps dans une préparation exhaustive. Clarifiez vos objectifs, identifiez les points prioritaires et anticipez les éventuelles zones de conflit. Cela renforcera votre confiance et votre capacité à garder le cap. Exemple 3, évitez les distractions. Les auteurs présentent un scénario où des négociateurs, malgré la pression extérieure et les tentations de s'impliquer dans des détails secondaires, ont réussi à maintenir leur concentration sur l'objectif principal. En évitant les distractions et en se recentrant constamment, ils ont préservé l'essence même de leur mission. Conseil, soyez conscient des distractions potentielles qui pourraient surgir pendant une négociation. Cultivez une discipline mentale pour éviter de vous égarer et pour rester aligné sur l'objectif final. Exemple 4, vision à long terme. Les auteurs partagent une anecdote où des négociateurs ont choisi de privilégier une vision à long terme plutôt que des gains immédiats. En sacrifiant quelques avantages à court terme, ils ont construit une base solide pour des relations futures fructueuses. Cette approche stratégique démontre la puissance de garder l'œil sur des objectifs durables. Conseil, pensez à la négociation comme à une partie intégrante d'une relation à long terme. Même si des concessions peuvent être nécessaires, une concentration constante sur des résultats durables contribuera à établir la confiance et à renforcer les liens. Conclusion. Le troisième chapitre de « Comment réussir une négociation » nous guide à travers des exemples éloquents et des conseils pratiques, soulignant l'importance cruciale de garder constamment l'œil sur l'objectif. Cette concentration, illustrée par des récits inspirants, devient un outil essentiel pour tout négociateur souhaitant naviguer avec succès dans le paysage complexe des accords. Rejoignez-nous pour explorer davantage les principes de la négociation et découvrir comment chaque nuance façonne un parcours vers la réussite. Conclusion du chapitre. Le chapitre 3 nous laisse avec une compréhension approfondie de l'importance de garder constamment l'œil sur l'objectif pendant une négociation. Fischer et Ury insistent sur le fait que même si des compromis peuvent être nécessaires, l'objectif final ne doit jamais être sacrifié. Ils nous incitent à adopter une perspective à long terme, à résister aux tentations de dévier de la trajectoire et à rester fidèles à la vision initiale. En explorant le troisième chapitre de « Comment réussir une négociation », nous avons plongé dans l'art délicat de maintenir une focalisation aiguisée sur les objectifs. Ce principe, illustré par des récits inspirants et des conseils pratiques, devient un pilier fondamental pour tout négociateur souhaitant aboutir à des accords durables. Restez à l'écoute pour la suite de notre exploration, où nous découvrirons comment chaque nouveau concept s'entrelace pour former une toile robuste de compétences en négociation. Chapitre 4, Influencer le processus. Introduction du chapitre. Le quatrième chapitre, intitulé « Influencer le processus », nous propulse au cœur d'une dimension cruciale de la négociation, la capacité de façonner activement le cours des événements. Fischer et Ury nous guident à travers les subtilités de l'influence, révélant comment comprendre et maîtriser le processus peut être aussi important que de se concentrer sur les objectifs eux-mêmes. Résumé du chapitre. Les auteurs débutent en exposant le concept de « jeu de négociation » et l'importance de comprendre les règles qui le sous-tendent. Ils argumentent que ceux qui comprennent le processus peuvent exercer une influence significative sur les résultats.
En s'appuyant sur des exemples concrets, ils illustrent comment des négociateurs avertis ont utilisé cette compréhension pour remodeler des situations apparemment difficiles. Le chapitre explore également l'idée de la réaction face à une pression. Fischer et Ury nous enseignent comment identifier les signes de résistance et d'opposition dans une négociation, et comment répondre de manière stratégique pour désamorcer les tensions. Ils soulignent l'importance de rester calme et centré, même dans des circonstances tendues, et offrent des conseils pratiques pour gérer les émotions avec intelligence. Un aspect essentiel abordé est la notion de « face ». Les auteurs décrivent comment les individus ont une certaine quantité de face à protéger dans une négociation, et comment la compréhension de cette dynamique peut être utilisée pour influencer positivement le processus. Conclusion du chapitre. Le chapitre 4 nous quitte avec une compréhension approfondie de la manière dont l'influence consciente sur le processus peut être un outil puissant dans le répertoire du négociateur. Fischer et Ury insistent sur l'importance de ne pas simplement subir le cours des événements, mais de prendre activement les rênes pour façonner des résultats plus favorables. En explorant le 4e chapitre de « Comment réussir une négociation », nous avons plongé dans l'art subtil de l'influence sur le processus. La capacité de comprendre les règles du jeu et de réagir de manière stratégique aux pressions émotionnelles devient un atout inestimable pour tout négociateur. Chapitre 5 – Que faire s'ils sont plus puissants? Introduction du chapitre. Dans ce chapitre, Fischer et Ury se penchent sur une question cruciale qui se pose souvent dans le contexte des négociations: que faire lorsque l'autre partie semble détenir un pouvoir substantiellement supérieur? Les auteurs, avec leur sagacité distinctive, explorent des stratégies qui permettent de rééquilibrer les forces et de maximiser les opportunités, même face à une disparité apparente. Résumé du chapitre. Le chapitre s'ouvre sur une réflexion perspicace sur la nature du pouvoir dans une négociation. Fischer et Ury soulignent que le pouvoir ne réside pas seulement dans la position ou les ressources tangibles, mais aussi dans la perception et la capacité à influencer les perceptions de l'autre partie. Les auteurs proposent une approche novatrice basée sur la construction de votre pouvoir de négociation plutôt que sur la manipulation ou la confrontation directe. L'histoire éloquente d'une équipe commerciale négociant avec un client potentiellement intimidant met en lumière cette stratégie. Plutôt que de s'engager dans un bras de fer direct, l'équipe a renforcé son pouvoir en démontrant la valeur unique de ses propositions et en mettant en évidence les avantages mutuels d'un partenariat. Le chapitre explore également l'idée de la négociation de l'engagement, encourageant les négociateurs à s'engager dans des accords graduellement plutôt que d'opter pour des compromis immédiats. Cette approche permet de construire la confiance et d'accroître votre influence au fil du temps. Exemple et conseils du chapitre 5, que faire s'ils sont plus puissants? Exemple 1, construire le pouvoir de négociation. Fischer et Ury introduisent l'idée de construction du pouvoir de négociation à travers une histoire captivante. Une équipe commerciale se retrouve à négocier avec un client potentiellement intimidant. Plutôt que de se sentir démunie face à la disparité de pouvoir apparente, l'équipe a choisi de construire son pouvoir en mettant en avant la valeur unique de ses propositions, démontrant ainsi que le pouvoir peut être influencé par des facteurs autres que la simple position. Conseil, identifiez les atouts uniques que vous apportez à la table de négociation. Concentrez-vous sur la communication efficace de ces points forts pour renforcer votre pouvoir de négociation. Exemple 2, la négociation de l'engagement. Les auteurs illustrent l'idée de la négociation de l'engagement avec l'histoire d'une équipe négociant un contrat important. Plutôt que de chercher des compromis immédiats, ils ont opté pour une approche graduelle, s'engageant dans des accords progressifs. Cette stratégie a créé une dynamique positive et renforcé la confiance entre les parties au fil du temps. Conseil, considérez la négociation comme un processus évolutif. Engagez-vous dans des accords progressifs, construisez la confiance et utilisez cela comme levier pour influencer les décisions ultérieures. Exemple 3, la puissance de la perception. Fischer et Ury soulignent que le pouvoir n'est pas seulement basé sur des éléments tangibles, mais aussi sur la perception. Un exemple concret est donné d'une négociation où une partie, bien que techniquement moins puissante, a réussi à influencer favorablement la perception de l'autre partie en mettant en avant des éléments spécifiques de la proposition. Conseil, soignez consciencieusement la perception que l'autre partie a de vous. Mettez en avant des éléments qui renforcent votre position et démontrez la valeur que vous apportez à la table. Exemple 4, trouvez des solutions créatives. Le chapitre encourage à rechercher des solutions créatives plutôt que de se focaliser uniquement sur des positions de pouvoir. Un exemple inspirant met en scène deux entreprises concurrentes qui, au lieu de s'affronter directement, ont trouvé un terrain d'entente pour collaborer sur des projets spécifiques, créant ainsi une situation gagnant-gagnant. Conseil, abordez les négociations avec une mentalité de recherche de solutions créatives. Explorez des avenues qui pourraient bénéficier à toutes les parties impliquées. Conclusion du chapitre. Le chapitre se conclut sur une note encourageante, soulignant que même face à une partie apparemment plus puissante, des stratégies intelligentes et éthiques peuvent inverser la dynamique. Les auteurs rappellent que la négociation n'est pas un jeu à somme nulle, et qu'en construisant des solutions créatives, les deux parties peuvent sortir gagnantes.
Le 5e chapitre de « Comment réussir une négociation » nous a guidés à travers une exploration profonde des stratégies à adopter lorsque la disparité de pouvoir est évidente. En cultivant votre propre pouvoir de négociation et en adoptant des tactiques intelligentes, vous pouvez influencer positivement le cours des négociations même dans des situations apparemment déséquilibrées. Chapitre 6 – Gérer les émotions. Introduction du chapitre. Dans ce chapitre, Fisher et Ury nous guident à travers le tumulte des émotions dans le contexte des négociations. Ils dévoilent des stratégies et des outils pratiques pour naviguer efficacement à travers les tempêtes émotionnelles qui peuvent surgir lors des discussions. L'objectif principal est d'apporter une clarté sur la façon de gérer ces émotions pour éviter qu'elles ne compromettent le processus de négociation. Résumé du chapitre. Le chapitre débute par une exploration profonde du rôle des émotions dans la négociation. Fisher et Ury soulignent que les émotions peuvent être des alliés puissants ou des adversaires redoutables, en fonction de la manière dont elles sont gérées. Ils introduisent le concept de « travailler avec », plutôt que de « lutter contre », les émotions, en les considérant comme des signaux utiles plutôt que des obstacles. Le récit captivant d'une négociation complexe entre deux entreprises en concurrence met en évidence la façon dont les émotions peuvent potentiellement saboter le processus. Dans cette situation, la colère et la frustration menacent de faire dérailler les pourparlers. Cependant, les négociateurs avisés ont su reconnaître ces émotions, les comprendre et les canaliser de manière constructive. Les auteurs proposent des outils pratiques pour gérer les émotions, tels que la prise de recul émotionnel et la communication empathique. La prise de recul émotionnel consiste à identifier ses propres émotions, à comprendre leurs sources, puis à choisir la manière de les exprimer. La communication empathique, quant à elle, implique de reconnaître et de comprendre les émotions de l'autre partie, ce qui renforce la connexion humaine et la compréhension mutuelle. Exemple et conseils du chapitre 6, Gérer les émotions. Exemple 1, la négociation tumultueuse. Fisher et Ury illustrent l'impact des émotions dans la négociation à travers un exemple saisissant. Deux entreprises en concurrence se trouvent engagées dans des pourparlers, mais la colère et la frustration menacent de saboter le processus. Les négociateurs, au lieu de les ignorer ou de les réprimer, ont choisi de reconnaître ces émotions et de les canaliser de manière constructive pour préserver la dynamique des discussions. Conseil, plutôt que de voir les émotions comme des obstacles, apprenez à les considérer comme des signaux utiles. Identifiez les émotions en jeu, comprenez leurs sources et cherchez des moyens constructifs de les gérer. Exemple 2, la prise de recul émotionnel. Les auteurs introduisent l'importance de la prise de recul émotionnel à travers un exemple concret. Dans une situation tendue de négociation, un négociateur reconnaît sa propre frustration et décide de prendre du recul émotionnel. Il identifie les raisons de sa frustration, évalue objectivement la situation et choisit une manière constructive de l'exprimer. Conseil, cultivez la capacité de prendre du recul émotionnel. Lorsque les émotions surgissent, prenez le temps de les comprendre avant de réagir. Choisissez des expressions qui reflètent votre point de vue de manière constructive. Exemple 3, communication empathique. Les auteurs mettent en lumière l'importance de la communication empathique avec un exemple poignant. Dans une négociation délicate, un négociateur reconnaît les émotions de l'autre partie, exprime une compréhension authentique de leur perspective et établit ainsi une connexion humaine qui contribue à apaiser les tensions. Conseil, pratiquez la communication empathique. Prenez le temps de comprendre les émotions de l'autre partie, exprimez une empathie authentique et créez ainsi une base de confiance et de compréhension mutuelle. Exemple 4, canaliser l'énergie émotionnelle. Les auteurs soulignent la nécessité de canaliser l'énergie émotionnelle de manière positive. Un exemple concret montre comment la passion d'une partie peut être canalisée vers la résolution de problèmes plutôt que vers la confrontation. En dirigeant cette énergie émotionnelle vers des solutions créatives, les négociateurs peuvent transformer les tensions en opportunités. Conseil, identifiez les énergies émotionnelles en jeu et cherchez des moyens de les canaliser positivement. Transformez les émotions passionnées en carburant pour la recherche de solutions créatives. Conclusion du chapitre. Le chapitre se termine sur une note optimiste, mettant en avant le potentiel des émotions pour renforcer les négociations plutôt que les entraver. En apprenant à gérer les émotions, les négociateurs peuvent créer un terrain propice à des accords bénéfiques pour toutes les parties. Le 6e chapitre de « Comment réussir une négociation » nous a immergés dans l'univers complexe des émotions en négociation. En comprenant et en maîtrisant ces sentiments, les négociateurs peuvent transcender les défis émotionnels et établir des bases solides pour des accords fructueux. Rejoignez-nous pour la suite de notre exploration, où de nouvelles dimensions de la négociation continueront à se dévoiler. Chapitre 7 – Gérer la pression. Introduction du chapitre. Le 7e chapitre nous invite à explorer la dimension souvent redoutée de la pression en négociation. Fisher et Ury dévoilent une approche holistique pour aborder les situations sous pression, en mettant l'accent sur la gestion émotionnelle, la clarté mentale et la créativité stratégique.
Leur intention est de nous armer de compétences essentielles pour résister aux pressions extérieures et atteindre des accords mutuellement bénéfiques. Résumé du chapitre. Le chapitre débute par une analyse approfondie de la nature de la pression en négociation. Les auteurs identifient les sources potentielles de pression, allant des contraintes temporelles aux attentes élevées des parties prenantes. Plutôt que de percevoir la pression comme un obstacle, Fischer et Ury encouragent à la considérer comme une force motrice qui peut stimuler la créativité et la résilience. Un exemple frappant d'une négociation complexe sous une forte pression démontre comment une équipe a réussi à rester concentrée et à trouver des solutions créatives malgré les contraintes extérieures. Les négociateurs ont fait preuve de clarté mentale en définissant leurs priorités, en évitant de se laisser submerger par l'urgence apparente. Les auteurs détaillent ensuite des stratégies concrètes pour gérer la pression, telles que la pause tactique pour prendre du recul, la définition claire des objectifs pour maintenir la vision à long terme et l'utilisation de l'équipe pour partager le fardeau émotionnel. Ils soulignent également l'importance de la communication ouverte et de la recherche de solutions gagnant-gagnant, même dans des conditions stressantes. Exemple et conseils du chapitre 7, gérer la pression. Exemple 1, la négociation sous contrainte temporelle. Fischer et Ury illustrent l'impact de la pression temporelle sur une négociation cruciale. Dans ce scénario, les parties sont confrontées à des délais stricts, ce qui génère une pression intense. Les négociateurs habiles ont utilisé la pause tactique, une stratégie enseignée dans le chapitre, pour prendre du recul, évaluer calmement la situation et formuler des solutions créatives malgré la contrainte temporelle. Conseil, la pause tactique est une stratégie puissante pour gérer la pression temporelle. Prenez un moment de recul lorsque la pression s'intensifie, évaluez calmement la situation et envisagez des alternatives créatives. Exemple 2, définir clairement les objectifs. Les auteurs mettent en avant l'importance de définir clairement les objectifs, même sous pression. À travers un exemple, une équipe de négociateurs a résisté à la tentation de céder à des demandes immédiates sous pression. Au lieu de cela, ils ont maintenu leur vision à long terme, ce qui a permis d'atteindre des accords plus solides malgré les contraintes. Conseil, définissez clairement vos objectifs à long terme. Cela offre une boussole mentale pendant les périodes de pression, aidant à éviter des compromis impulsifs qui pourraient compromettre vos intérêts à long terme. Exemple 3, utilisez l'équipe comme ressource. Les auteurs soulignent l'importance de partager le fardeau émotionnel en équipe. Un exemple montre comment une équipe a créé un soutien mutuel, partageant les responsabilités et les émotions pour maintenir une atmosphère positive malgré la pression extérieure. Conseil, n'hésitez pas à utiliser votre équipe comme une ressource. Partagez les défis émotionnels, collaborez pour trouver des solutions créatives et créer un environnement de soutien mutuel. Exemple 4, communication ouverte sous pression. Les auteurs illustrent l'importance de la communication ouverte même dans des conditions stressantes. Un exemple révèle comment des négociateurs ont maintenu des canaux de communication transparents sous pression, favorisant ainsi la confiance et la compréhension mutuelle malgré les tensions. Conseil, priorisez la communication ouverte, même lorsque la pression est forte. Cela renforce la confiance et permet aux parties de travailler ensemble de manière plus efficace. Exemple 5, recherche de solutions gagnant-gagnant. Fischer et Ury mettent en avant la recherche de solutions gagnant-gagnant, même sous pression. Un exemple montre comment cette approche a permis de transformer une situation apparemment sans issue en une opportunité de coopération, renforçant ainsi la relation entre les parties. Conseil, cherchez des solutions gagnant-gagnant même dans des situations sous pression. Cela peut conduire à des accords plus durables et renforcer les relations à long terme. Conclusion du chapitre. Le chapitre se conclut sur une note positive, mettant en lumière que la gestion efficace de la pression peut non seulement conduire à des accords plus solides mais également renforcer la relation entre les parties. Il souligne l'importance de considérer la pression comme une opportunité de transcender les défis et d'émerger plus fort de l'expérience. Le 7e chapitre de « Comment réussir une négociation » nous a offert une plongée approfondie dans l'art délicat de gérer la pression en négociation. En comprenant comment aborder les situations sous pression avec calme, clarté et créativité, les négociateurs peuvent transformer les défis en opportunités. Rejoignez-nous pour la suite de notre exploration, où de nouvelles facettes du monde complexe de la négociation seront révélées. Chapitre 8. Les jeux de pouvoir. Introduction du chapitre. Le 8e chapitre nous emmène dans les arcanes des jeux de pouvoir en négociation. Fischer et Ury nous guident à travers les subtilités des relations de pouvoir entre les parties, dévoilant des tactiques pour gérer ces dynamiques de manière constructive. Attendez-vous à une exploration approfondie des pièges courants, des stratégies de contournement, et des moyens de transformer les jeux de pouvoir en opportunités de collaboration. Résumé du chapitre. Le chapitre commence par une analyse perspicace des différents jeux de pouvoir qui peuvent émerger au cours d'une négociation. Les auteurs identifient les stratégies de manipulation, les tactiques de bluff, et les jeux psychologiques qui peuvent influencer le déroulement des pourparlers. Plutôt que de percevoir le pouvoir comme une menace,
Fischer et Ury encouragent à le considérer comme une composante naturelle de la négociation. Un exemple concret démontre comment une partie a utilisé une stratégie de pouvoir pour tenter de dominer la discussion. Les auteurs détaillent ensuite comment cette situation a été gérée de manière constructive, mettant en lumière l'importance de rester centré sur les intérêts fondamentaux malgré les jeux de pouvoir. Le chapitre se penche également sur des stratégies spécifiques pour gérer les jeux de pouvoir, y compris la déflexion tactique pour éviter les confrontations inutiles, la recherche d'options mutuellement avantageuses, et l'utilisation habile de la légitimité pour renforcer sa position. Exemple et conseils du chapitre 8, les jeux de pouvoir. Exemple 1, la stratégie du bluff. Dans ce chapitre, Fischer et Ury exposent un exemple où une partie tente d'utiliser la stratégie du bluff pour intimider l'autre partie et obtenir un avantage dans la négociation. Face à cette tactique, les auteurs conseillent de ne pas céder à la pression et de rester concentrés sur les intérêts fondamentaux. Ils encouragent à reconnaître le bluff et à ne pas se laisser influencer par des menaces ou des promesses vides. Conseil, ne soyez pas dupés par le bluff. Restez calme, concentrez-vous sur vos objectifs et ne prenez pas de décisions impulsives sous la pression. Exemple 2, la déflexion tactique. Les auteurs illustrent l'utilisation de la déflexion tactique comme une stratégie efficace pour gérer les jeux de pouvoir. Plutôt que de s'engager dans des confrontations directes, une partie peut choisir de détourner subtilement la conversation vers des sujets moins conflictuels. Cela permet de désamorcer les tensions et d'ouvrir la voie à des discussions plus constructives. Conseil, utilisez la déflexion tactique pour éviter les confrontations inutiles. Dirigez la conversation vers des sujets neutres ou des intérêts communs pour maintenir un climat de collaboration. Exemple 3, la recherche d'options mutuellement avantageuses. Un exemple concret montre comment les négociateurs peuvent transformer les jeux de pouvoir en une opportunité de recherche d'options mutuellement avantageuses. Plutôt que de s'engager dans une lutte de pouvoir, les parties peuvent collaborer pour trouver des solutions qui répondent aux intérêts de chacun. Cela nécessite une ouverture d'esprit, une écoute active et une recherche de compromis créatifs. Conseil, explorez activement des options qui bénéficient à toutes les parties. Soyez ouverts aux idées alternatives et recherchez des solutions innovantes qui répondent aux besoins de chacun. Exemple 4, l'utilisation habile de la légitimité. Les auteurs soulignent l'importance de l'utilisation habile de la légitimité pour renforcer sa position dans les jeux de pouvoir. Cela peut inclure la référence à des normes sociales, des précédents juridiques ou des accords antérieurs pour soutenir ses revendications. Une partie peut légitimement revendiquer un certain niveau de pouvoir en se basant sur des critères objectifs et acceptés par toutes les parties. Conseil, utilisez la légitimité de manière stratégique pour renforcer votre position. Appuyez-vous sur des normes sociales ou des accords préalables pour légitimer vos demandes et gagner en crédibilité auprès des autres parties. Conclusion du chapitre. Le chapitre se conclut sur une note d'optimisme, soulignant que la compréhension et la gestion habile des jeux de pouvoir peuvent transformer des situations potentiellement conflictuelles en opportunités de coopération. Il met en avant la nécessité de développer une intelligence de pouvoir, qui consiste à naviguer dans ces jeux avec discernement et éthique. Le 8e chapitre de « Comment réussir une négociation » nous a plongé dans le monde complexe des jeux de pouvoir. En comprenant les dynamiques de pouvoir, en adoptant des stratégies intelligentes, et en restant fidèles aux principes éthiques, les négociateurs peuvent transformer les jeux de pouvoir en catalyseurs de collaboration. Rejoignez-nous dans notre exploration continue, où de nouvelles dimensions cruciales de la négociation seront révélées. Chapitre 9, la réponse aux pressions difficiles. Introduction du chapitre. Le 9e chapitre nous emmène au cœur des pressions difficiles en négociation. Fischer et Ury nous guident à travers des techniques sophistiquées pour répondre de manière constructive à ces défis, préservant ainsi la stabilité et l'équité des pourparlers. Attendez-vous à plonger dans des scénarios concrets et des recommandations éclairées pour résister à la pression avec résilience. Résumé du chapitre. Le chapitre débute par une exploration approfondie des différentes formes de pression qui peuvent émerger en cours de négociation. Les auteurs décrivent les tactiques agressives, les menaces, et les ultimatums auxquels on peut être confronté, tout en soulignant l'importance de rester fidèle à ses principes et intérêts fondamentaux. Un exemple captivant illustre comment une partie a répondu de manière stratégique à une pression intense, en utilisant la méthode de la négociation par étapes pour préserver ses intérêts tout en apaisant la situation. Les auteurs détaillent ensuite les principes clés de cette stratégie, mettant en lumière l'importance de rester calme, de poser des questions pour comprendre les motivations de l'autre partie, et d'explorer des options créatives. Le chapitre explore également la notion de « pouvoir de la marche », où la possibilité de se retirer de la négociation peut devenir un puissant levier en réponse à une pression excessive. Les auteurs mettent en avant des exemples réels où cette tactique a été utilisée avec succès pour rétablir l'équilibre des forces. Exemples et conseils du chapitre 9, la réponse aux pressions difficiles. Exemple concret. Imaginons une situation où une partie, sous pression intense,
utilise des tactiques agressives et menace de rompre les négociations si ses exigences ne sont pas satisfaites. Dans ce scénario, la partie sous pression pourrait appliquer la négociation par étapes. Plutôt que de céder immédiatement, elle pourrait calmer la situation en proposant de décomposer la négociation en étapes plus gérables. Cela permettrait de résoudre les points de désaccord un par un, préservant ainsi l'équilibre des forces. Conseil clé. Maintenir le calme, face à la pression, la première étape cruciale est de rester calme et centré. Cela permet de prendre des décisions éclairées et de ne pas réagir impulsivement sous l'influence de l'émotion. Poser des questions stratégiques, au lieu de réagir de manière défensive, poser des questions pour comprendre les motivations de l'autre partie. Cela peut révéler des informations précieuses et ouvrir des pistes pour résoudre les points de désaccord. Explorer des options créatives, dans le contexte de pression difficile, la créativité devient une alliée précieuse. Explorer des options alternatives et innovantes peut débloquer des solutions mutuellement avantageuses. Appliquer le pouvoir de la marche de manière stratégique, la possibilité de se retirer des négociations peut être un levier puissant. Cependant, il est essentiel de l'utiliser de manière stratégique, signalant que l'on est prêt à renoncer plutôt que de céder à des conditions inacceptables. Préparation mentale et résilience, anticipez les situations de pression et préparez-vous mentalement. La résilience est un atout majeur pour maintenir le cap tout en préservant la possibilité d'une résolution positive. Conclusion du chapitre. Le chapitre conclut en soulignant que répondre aux pressions difficiles nécessite une combinaison d'intelligence émotionnelle, de perspicacité stratégique, et de fermeté dans la poursuite des objectifs légitimes. Il insiste sur l'importance de la préparation mentale et de la résilience pour maintenir le cap face aux pressions, tout en préservant la possibilité d'une collaboration mutuellement bénéfique. Le 9e chapitre de « Comment réussir une négociation » nous a plongé dans l'art subtil de répondre aux pressions difficiles. En intégrant les leçons de ce chapitre, les négociateurs peuvent aborder les défis avec confiance, sachant comment naviguer avec grâce à travers les situations complexes. Conclusion ultime de « Comment réussir une négociation ». Au terme de cette exploration profonde de « Comment réussir une négociation » de Roger Fischer et William Ury, nous émerveillons devant la richesse d'idées, de stratégies et de principes qui ont jalonné notre parcours à travers les arcanes de la négociation. Ce livre, véritable guide intemporel, transcende les contextes spécifiques pour offrir une sagesse universelle qui trouve écho dans chaque pourparler, qu'il soit dans le domaine des affaires, de la diplomatie ou de la vie quotidienne. Les principes fondamentaux. Au cœur de ce manuel se trouvent des principes fondamentaux qui transcendent les époques et les cultures. La recherche de solutions mutuellement avantageuses, l'importance de séparer les personnes des problèmes, et la quête d'une communication efficace sont autant de piliers qui soutiennent l'édifice complexe de la négociation. La quête de la collaboration. Comment réussir une négociation ne se contente pas de fournir des techniques pour obtenir ce que l'on veut, il nous enseigne l'art plus subtil de créer des accords durables et équitables. La collaboration émerge comme un thème récurrent, montrant que les négociations gagnant-gagnant sont non seulement possibles mais également la clé d'une prospérité partagée. La gestion des obstacles. Le livre n'ignore pas les obstacles et les défis inhérents à toute négociation. Au contraire, il plonge tête baissée dans ces difficultés, offrant des solutions stratégiques pour surmonter les impasses, résister aux pressions et transformer les jeux de pouvoir en opportunités de coopération. L'équilibre entre fermeté et souplesse. Une leçon cruciale qui émerge est celle de l'équilibre délicat entre la fermeté et la souplesse. Être résolu dans la poursuite de ses intérêts tout en restant ouvert aux besoins de l'autre partie devient une danse complexe, où la réussite réside dans la nuance. L'adaptabilité face à la complexité. Dans un monde en constante évolution, la capacité à s'adapter devient une vertu cardinale. Les auteurs nous encouragent à embrasser la complexité, à apprendre de chaque négociation, et à nous ajuster en conséquence. L'héritage du livre. Comment réussir une négociation ne se contente pas d'être un guide éclairé pour les négociateurs chevronnés, il éduque également les générations futures sur l'importance de la diplomatie, de la compréhension mutuelle et de la quête de solutions créatives. Vers de nouveaux horizons. Ainsi, fermant la dernière page de ce livre, nous ne sommes pas simplement des lecteurs, mais des négociateurs mieux préparés, armés de connaissances précieuses et prêts à naviguer avec assurance dans les eaux parfois tumultueuses de la négociation. Que chaque négociation devienne une opportunité de collaboration, une chance d'apprentissage, et une étape vers des accords qui transcendent les intérêts individuels pour forger un monde plus harmonieux. Comment réussir une négociation demeure une boussole éternelle, guidant ceux qui se lancent dans le voyage complexe et fascinant de la négociation vers des destinations où la sagesse, la collaboration et le respect mutuel tracent la voie vers le succès. Que chaque négociateur trouve inspiration et guidance dans les pages de ce livre, pour transformer chaque défi en une chance de construire des ponts, de forger des alliances, et d'écrire des chapitres de succès dans l'histoire de la négociation. Si tu souhaites te procurer le livre, le lien est dans la description. Merci d'avoir suivi ce résumé et abonne-toi pour ne rien manquer.